Après la Citroën IC3, la Leapmotor T03 et la Dacia Spring, c'est-à-dire les 3 voitures électriques les plus accessibles actuellement sur le marché, place cette semaine à la voiture de l'année. Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, un essai très attendu évidemment, celui de la Renault 5 E-Tech électrique. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. Certains produits sont magiques, pas besoin de discuter des semaines, tout le monde est toujours d'accord sur ce qu'il faut faire. Ces paroles, ce sont celles de Luca De Meo, le patron de Renault Group, et elles concernent évidemment la nouvelle Renault 5 E-Tech électrique. Lorsque la Renault 5 a débarqué en 1972, eh bien ce fut un véritable phénomène dont le succès s'est prolongé jusque dans les années 90. Décembre 1996, la dernière génération de la Super 5 tire sa révérence au profit de celle qui va la remplacer, c'est-à-dire la Renault Clio. Aujourd'hui, la Renault 5 est donc de retour, mais si elle fait indiscutablement tourner toutes les têtes sur son passage, certainement dans cette couleur vert pop, que vaut-elle exactement au quotidien? Quelles sont ses qualités, mais également ses inévitables défauts? Est-elle aussi magique que ce que le patron de Renault laisse supposer? Eh bien, pour le savoir, j'en ai pris le volant non pas pendant 2 heures ou une journée, mais bien pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien, c'est-à-dire les vôtres ou à peu près. Autrement dit, toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc forcément dans cet essai. Avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, eh bien faites-le maintenant, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dans 2 semaines, l'essai du Leapmotor C10, c'est le grand frère de la citadine T03 qu'on a déjà essayé sur Charging Station il y a quelques semaines et qui, souvenez-vous, ne m'a pas laissé un souvenir impérissable, notamment concernant la gestion des bips en tout genre, des aides à la conduite, etc. On verra si son grand frère, le C10, fait mieux. D'autres essais tout aussi électrisants arrivent durant les semaines suivantes. Je vous dresse la liste complète tout à l'heure à la fin de la vidéo. Oui, pas de doute, quel que soit l'angle sous lequel on la regarde, eh bien cette Renault 5 E-Tech électrique, c'est un aimant pour les yeux, littéralement. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte en circulant avec elle cette semaine. Les références à ses ancêtres, ses illustres ancêtres, la Renault 5 Turbo ou encore la Super 5, eh bien elles sont nombreuses et elles font que cette voiture propose un style néo-rétro qui est juste parfait. Elle n'en fait ni trop ni trop peu. On est très proche d'ailleurs du concept car qui avait été proposé. Et quand la voiture de série se rapproche du concept car, eh bien en général c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on a gardé pas mal de choses qui tapaient dans l'œil comme on dit, comme par exemple, eh bien pour ne citer que ces 2 éléments, ce qu'on va retrouver sur le capot, à savoir la jauge de remplissage de la batterie évidemment, qui à l'époque à cet endroit eh bien était tout simplement la prise d'air sur la version turbo de la Renault 5. Et puis venez voir, on a ce jonc, ce liseré ici qui ceinture le toit comme à l'époque la petite gouttière ceinturait le toit de la Renault 5. Voilà, il y a plein d'autres éléments évidemment. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de l'extérieur de cette voiture? Est-ce que vous la trouvez réussie ou pas? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Pour moi franchement c'est un 10 sur 10 concernant le style, mais le style évidemment ça ne fait pas tout. Qu'en est-il en termes de performance? Qu'en est-il en termes de consommation également, de confort à bord, d'espace à bord ou encore le système d'infodivertissement? Est-ce que tout ça tient la route? J'aime autant vous dire que, étant donné que cette voiture figure sur ma shortlist pour remplacer ma Polestar 2, j'ai été particulièrement attentif à tous les éléments cette semaine et particulièrement critique également, histoire de faire le bon choix. On va donc démarrer là tout de suite avec notamment la partie technique et puis on parlera espace à bord et confort dans la suite. Construite sur la plateforme Ampere Small dédiée aux véhicules du segment B, la Renault 5 E-Tech électrique accueille sous son capot un moteur synchrone à rotor bobiné, comme d'ailleurs la Mégane E-Tech et le Scénic E-Tech. C'est une technologie chère à Renault qui se différencie de la technologie des moteurs synchrones à aimant permanent par le fait que cette technologie ici ne nécessite pas l'emploi de terres rares. Au niveau des puissances, on est ici en présence de la version la plus puissante, 150 chevaux. On verra ce que ça vaut en termes d'agrément de conduite tout à l'heure sur la route.
Une version de 120 chevaux est également actuellement disponible et une version de 95 chevaux viendra bientôt compléter la gamme, histoire d'abaisser le ticket d'entrée. Elle est située sous le plancher entre les 4 roues. C'est la batterie haute tension qui anime le moteur de cette Renault 5 e-tech électrique. Alors, 2 autonomies sont proposées actuellement, 3 bientôt avec l'arrivée de la nouvelle version. 312 km pour la première en Urban Range et puis en Comfort Range, comme sur celle-ci, on est à 410 km. Et on se pose souvent la question de l'augmentation de l'autonomie, de l'amélioration de l'autonomie des véhicules électriques. Qu'en est-il exactement? Est-ce que ça évolue réellement et est-ce que ça évolue rapidement? Eh bien, un exemple, 410 km pour cette voiture, c'est à peu près ce que proposait ma Polestar 2 Dual Motor version haut de gamme en 2021. Ça veut dire que, eh bien, en quelques années, les choses ont évolué. Cette autonomie qui était du haut de gamme en 2021 se retrouve sur une simple citadine comme cette Renault 5 e-tech électrique. On retrouve également, par exemple, chez Kia, sur le Kia EV3, eh bien, une autonomie supérieure à 600 km dès la finition d'entrée de gamme. Ça aussi, c'est très positif. Et aujourd'hui, eh bien, on a des autonomies régulièrement au-dessus de 600 km et on aura même des autonomies annoncées au-delà de 700 km sur de nouveaux modèles qui sortiront cette année en 2025. Donc oui, les choses évoluent en termes d'autonomie et ça évolue plutôt rapidement. Concernant la recharge, ça se passe à l'avant du côté gauche et quand on ouvre la trappe, eh bien on constate la présence directe, sans devoir retirer un petit cache, et ça c'est très bien, du connecteur de type 2, puisque c'est celui que vous allez utiliser le plus souvent, c'est la recharge du quotidien sur le courant alternatif. Si vous avez besoin de recharger sur la route, lors d'un long trajet par exemple, eh bien là vous retirez le petit cache en partie inférieure, vous aurez le connecteur combo CCS pour vous permettre de recharger sur des superchargeurs lors de longs trajets, c'est-à-dire sur le courant continu. Tiens, justement, concernant la recharge sur le courant continu, le constructeur annonce 30 minutes pour passer de 15 à 80% de capacité de batterie. Est-ce que dans les faits, ça se vérifie? Certainement, avec les températures actuelles qui sont plutôt fraîches. Eh bien, regardez. 15 minutes en théorie pour le 15-80% avec cette Renault 5 e-tech électrique. On se connecte. Alors on est bien à 15% et la voiture m'annonce 29 minutes pour arriver à 80%. Il fait 9 degrés au thermomètre. Voilà, les 80% sont atteints en 30 minutes et quelques secondes. Promesse tenue malgré les températures, plutôt convaincant. Notez enfin que la Renault 5 e-tech électrique est compatible V2L via un adaptateur que vous allez pouvoir brancher sur le port de recharge qui est disponible en option. V2L, c'est Vehicle to Load, ça veut dire qu'à partir du port de recharge, si vous êtes en vadrouille par exemple, eh bien vous allez pouvoir brancher un ou plusieurs appareils externes dans la limite de la puissance fournie par le connecteur, des appareils tels que un vélo électrique que vous allez recharger par exemple, ou alors un petit réchaud si vous êtes des adeptes du camping. Toujours concernant la recharge, sachez que Luminus, nouveau partenaire de Charging Station, vous propose en Belgique des solutions de recharge qui vous suivent partout, à la maison, au travail ou encore sur la route. Luminus s'adresse aux entreprises mais également aux particuliers avec installation de bornes de recharge de dernière génération et des tarifs intéressants pour les propriétaires de voitures électriques qui les rechargent à domicile histoire de profiter dans les meilleures conditions en permanence de votre voiture électrique. Découvrez toutes les solutions de recharge proposées par Luminus en surfant sur luminus.be/e-mobility. Dans la suite de cet essai, je vous emmène à l'arrière. On fera l'essai avec 1,90 m derrière et devant et 1,78 m. C'est Zoé qui s'installera à l'avant et à l'arrière. On verra ce que ça donne en termes d'espace disponible. Dans la suite, je vous emmène également à l'avant. Je vous fais découvrir le tableau de bord de cette Renault 5 e-tech électrique et puis je vous livre mes impressions après une semaine à son volant. Ce sera tout à l'heure sur la route. En attendant, le coffre, l'ouverture, elle est manuelle. On n'attend pas forcément une ouverture électrique sur une citadine, c'est pas bien grave. On a un espace, un volume de chargement qui est plutôt généreux compte tenu des dimensions de ce véhicule. La banquette arrière, elle est fractionnable en 2 parties, 60-40. Et puis au niveau des aspects pratiques, on a une petite lumière à gauche. On a également un crochet à gauche et un crochet à droite, histoire d'accrocher les sacs de course et d'éviter que tout se promène dans le coffre. Coffre dont la profondeur est assez généreuse. On a un seuil de chargement par contre qui est assez haut. Et sous le plancher du coffre, on a encore un espace dans lequel on va pouvoir ranger, alors pas forcément les câbles de recharge, mais ici par exemple l'adaptateur V2L peut trouver sa place dans le petit compartiment qui est prévu à cet effet, tout comme d'ailleurs le kit de gonflage. On l'a vu dans cette voiture, il n'y a pas de coffre à l'avant, pas de frunk, ce que certains regretteront peut-être parce qu'ils aiment y glisser leurs câbles de recharge. Ce n'est pas possible ici, il faudra donc les loger dans le coffre.
Bon, autant vous dire que si vous avez plutôt des grands gabarits à la maison, cette Renault 5 e-Tech électrique n'est sans doute pas la voiture idéale. Pourquoi? Eh bien parce que c'est clairement pas celle qui propose le plus d'espace à l'arrière. Voyez, avec le siège avant réglé pour mon 1,90 m, si on descend, voyez que j'ai du mal à rentrer le deuxième pied, c'est rien de le dire. Le siège, il est forcément réglé assez bas pour pouvoir avoir un minimum d'espace au-dessus de la tête, et donc à l'arrière, c'est très compliqué. Donc 1,90 m derrière et devant, c'est juste impossible. Je pourrais même pas faire quelques kilomètres comme ça, j'ai déjà très mal aux pieds. On verra dans un instant ce que ça donne avec Zoé et son 1,78 m à l'avant et à l'arrière. Là, ça risque d'être nettement meilleur. Autrement dit, si vous êtes très grand devant et derrière, ça va vraiment être difficile. Si vous êtes grand devant, pas derrière, ça va déjà un peu mieux. Et si vous êtes moins grand à l'avant et à l'arrière, ça posera sans doute un peu moins de problèmes. Concernant les aspects pratiques, alors on a ici à l'arrière des poches aumônières derrière les deux sièges, avec une petite étiquette sympathique qui rappelle les générations précédentes. D'ailleurs, c'est sympa. Ensuite, pour le reste, on n'a pas grand-chose. On n'a pas d'accoudoir central. On est bien sur une 5 places, évidemment. Pas d'accoudoir central à l'arrière. On a un plancher plat. Mais à l'arrière de la console centrale, on n'a pas de prise USB, donc ça c'est peut-être un petit peu dommage. Et puis par contre, le plafond, lui aussi c'est un clin d'œil au Renault 5 du passé, avec cet aspect un petit peu gaufré. Mais par contre, du coup, pas de toit vitré sur cette voiture. Qu'en est-il avec Zoé et son 1,78 m? Eh bien là, vous le voyez, les choses sont un petit peu différentes. Avec 1,78 m à l'avant et à l'arrière, la place disponible est quand même un petit peu plus généreuse. Autrement dit, le point négatif de cette voiture, ce sera pour les très grands gabarits. Si vous êtes de taille moyenne, on va dire que ça se passera nettement mieux. Au premier coup d'œil, la planche de bord de cette Renault 5 e-Tech électrique, elle peut paraître surchargée, avec notamment pas moins de 4 commodos derrière le volant, 1 à gauche et 3 à droite. On détaille ça dans un instant. On verra qu'au-delà de ce premier coup d'œil, pourtant, il y a tout de même des conclusions positives à en tirer. Ensuite, quand on s'attarde davantage sur les détails, on remarque ces nombreuses références à la Renault 5 d'origine, à ses déclinaisons turbo ou encore Super 5, comme à l'extérieur. Le toit à l'aspect gaufré, le revêtement sur la planche de bord et évidemment les sièges tulipes. Tous ces ingrédients sont réunis pour vous replonger dans un passé qui évoque inévitablement des souvenirs. Cela dit, on est bien en 2025 et donc cette voiture, elle est évidemment bien d'aujourd'hui pour ce qui est de l'électronique embarquée, avec comme pour la Mégane et le Scénic, une interface pilotée par Android Automotive qui propose le meilleur de Google comme l'assistant Google, mais aussi Google Maps et son très bon planificateur d'itinéraire. Un mot concernant les finitions, un peu comme dans une Mini, on a des plastiques durs mais qui ne choquent pas trop, étant donné que ce qui domine, c'est ce tissu qu'on va retrouver sur la planche de bord, je le disais, sur les portières également, ce qui va créer au final une belle atmosphère générale. Personnellement, je regrette simplement l'emploi trop important, comme à chaque fois ou comme régulièrement, de piano black, ce plastique brillant. Ces surfaces auraient gagné en qualité perçue en étant par exemple en mat plutôt qu'en brillant, mais ce n'est qu'un avis très personnel. Vous savez que je ne porte pas vraiment le piano black dans mon cœur. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Dites-le moi dans les commentaires. La description de l'intérieur à présent, avec sur la portière conducteur en partie haute la poignée d'ouverture, en partie intermédiaire la poignée de fermeture, ainsi que les vitres et rétroviseurs électriques rabattables à la demande, et la sécurité enfant pour les vitres arrière. Plus bas enfin, le vide-poche pas très grand. À gauche du volant sur le tableau de bord, le bouton My Safety Perso, et ça c'est juste génial pour ne pas vous embêter avec tous les bips insupportables, j'y reviens dans la suite. On retrouve aussi le réglage de la hauteur des phares et tout en bas la commande d'ouverture du capot. Le volant est un réglage manuel évidemment, avec tous ces éléments en noir laqué précisément là où on va mettre les doigts. Mais qui donc a eu cette brillante idée? À gauche, les aides à la conduite, le régulateur limiteur de vitesse, un régulateur qui est adaptatif dès le deuxième niveau de finition. À droite, on va retrouver la commande vocale, le téléphone, la touche étoile personnalisable et les touches de pilotage de l'écran instrument. Et juste en dessous, le bouton rond Multisense pour choisir son mode de conduite préféré. Éco, confort, sport ou perso, j'y reviens sur la route. Derrière le volant, les commodos, à gauche les clignotants et les éclairages, à droite 3 commodos, on
on est chez Renault. En haut, le sélecteur de vitesse en mode bâton de rouge à lèvres, so chic. Au milieu, la gestion des essuie-glaces à l'avant et à l'arrière, puisqu'il y a bien un essuie-glace à l'arrière sur cette voiture. Et puis en bas, les commandes audio avec ce fameux Commodo, cher à Renault, depuis maintenant des années, ou plutôt des dizaines d'années. Pas d'affichage tête haute dans cette voiture, évidemment. On a par contre cet écran instrument de 10,3 pouces de diagonale derrière le volant, dont l'affichage est donc personnalisable. Attention, ce sera 7 pouces sur la finition d'entrée de gamme. Alors personnalisable comment? Eh bien tout simplement via ce bouton sur le volant et puis ce switch également vers le haut ou vers le bas. Si j'appuie ici, voilà, on aura différentes possibilités avec de belles animations, soit un affichage plutôt minimaliste, soit un affichage avec charge Eco-Power, donc la consommation et la récupération d'énergie, soit un affichage qui laisse la part belle à la carte, ce qui vous permettra d'avoir l'affichage de votre itinéraire, par exemple, dans l'écran instrument, alors que vous avez autre chose affichée sur l'écran d'infodivertissement, la radio, par exemple. Et puis, si j'appuie une nouvelle fois, eh bien, on a cette fois-ci les aides à la conduite qui sont mis en avant. Et puis, en partie de droite, ici, eh bien, on peut soit ne rien avoir, soit avoir, si je descends, la radio en cours de lecture, en tout cas le média en cours de lecture. On peut également avoir l'éco-moniteur. On a également la distance parcourue, l'autonomie dont on dispose, autonomie maximale, intermédiaire et minimale, et puis également la consommation. Et on revient un petit peu plus bas sur l'absence d'affichage à droite. Au centre de la planche de bord, le système d'infodivertissement OpenLink et son écran d'une diagonale de 10,1 pouces avec Google intégré. Plus bas, les deux aérateurs centraux. Remarquez les 4 coins qui rappellent ce qu'on va retrouver sur les boucliers à l'avant, c'est bien vu. Juste en dessous, le bandeau dédié à la climatisation avec également les feux de détresse à gauche et le verrouillage centralisé à droite. Ensuite, le frein de parking électrique et la fonction Auto Hold à gauche et un vide-poche à droite. Tout en bas de la planche de bord, un bac de rangement qui accueille une zone de recharge par induction pour smartphone à partir de la finition intermédiaire Techno. On y retrouve également 2 prises USB-C et une prise 12 volts. Plus en arrière, les 2 porte-gobelets avec séparateur amovible. Et ensuite, sous la coudoir centrale, un autre espace de rangement fermé celui-là et assez profond. La boîte à gants, enfin, elle n'est pas bien grande, malheureusement. Avant de prendre la route, quelques mots à propos du système d'infodivertissement qui est donc basé sur Android Automotive et ça c'est vraiment un gros plus, notamment par rapport à une concurrence chez Stellantis par exemple, où on a ici le meilleur de Google avec l'assistant Google. Alors ça c'est une première chose et puis surtout Google Maps et le planificateur d'itinéraire très performant de Google, ça c'est vraiment très très bien. Sur cet écran par défaut, on a 2 petits widgets ici à droite, vous le voyez, avec ici l'assistant Google et ici la partie audio. On peut décider de renvoyer ces 2 widgets vers la droite pour avoir plus de place au niveau de la carte. On peut les rappeler très facilement comme ceci. Et on peut également personnaliser tout ça. Voilà, si je laisse le doigt appuyé, j'ai un menu qui apparaît et je peux décider en fait de renvoyer ici à droite, en haut comme en bas, absolument tout ce que j'ai ici dans la liste en modifiant donc ces petits widgets. C'est très facile, franchement, c'est assez sympa à utiliser. Ici, la partie navigation, on ira dans un instant. Ici à gauche, le menu maison, donc la page par défaut ici. On a le menu audio ici. On a le menu téléphone. On a ensuite les applications. Android Auto, Apple CarPlay sans fil dans cette voiture, gestionnaire d'appareils, donc pour les téléphones portable, le Play Store où vous irez chercher des nouvelles applications, la partie radio, on a ici agenda, audio Bluetooth, Google Assistant, Google Actualité, Maps ou encore paramètres, donc ça c'est vraiment bien aussi. Et puis dans le Play Store, vous irez chercher absolument ce que vous voulez, Spotify par exemple, Radio Player par exemple, éventuellement un navigateur internet ou encore Prime Video, bref, pas mal d'applications vous attendent là-bas. Alors ici tout en bas, qu'est-ce qu'on a? D'abord à gauche, les différents modes de conduite que je vous détaillerai sur la route, mais c'est ici qu'on peut les configurer. La partie électrique également, avec l'énergie récupérée ou consommée. Bon, ça c'est un peu gadget. Le programme, ça c'est intéressant. À quelle heure la voiture doit-elle être prête, notamment ici, mardi à 5h15. La batterie également, les limites de la batterie en termes de réglage. Ici, elle est réglée sur maximum, et vous le voyez au quotidien, le constructeur recommande pas plus de 80% de charge de batterie. On a également les réglages, et notamment ce qui concerne l'avertissement
avertisseurs sonores piétons. J'y reviendrai là aussi sur la route. Également le plug and charge. Je reviens en arrière et là on a parking main libre, on a qualité de l'air, on a My Driving. Alors My Driving, ça va concerner le Safety Score, l'Eco Score également. Bon, c'est peut-être un petit peu gadget. Je reviens en arrière. Les aides à la conduite, c'est là que vous allez pouvoir configurer My Safety Perso. Ça, c'est vraiment bien, hein. Par défaut, ce sera All On. C'est une obligation européenne, mais vous pourrez vous concocter votre menu My Safety Perso. On en reparlera là aussi sur la route, mais ça, c'est vraiment, vraiment bien. C'est l'une des meilleures manières, si pas la meilleure manière de gérer les obligations légales actuellement qui nous viennent de l'Union européenne, tout en ayant une facilité d'utilisation au quotidien, un agrément de conduite qui reste largement acceptable. On a la partie confort également, avec différents réglages là aussi, et puis la partie parking, vous allez même pouvoir changer le type de son des bips de parking, ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, véhicule avec des réglages auxquels vous aurez peut-être moins souvent accès, hein, parce que c'est une fois que c'est réglé, en général, on garde les réglages, en l'occurrence accès, accueil, essuyage. Pour ce qui est de l'habitacle, écran, volume des clignotants, etc., etc. Et puis ici, la pression des pneus que vous allez pouvoir réinitialiser. Et ici, des réglages plus profonds en termes de réseau, Bluetooth, confidentialité, les applis, etc., etc. Voilà, donc un système qui est hyper facile à utiliser, qui fonctionne bien, c'est fluide, c'est ergonomique. Ici en partie inférieure, on a des accès directs également pour notamment le chauffage des sièges ou du volant si la voiture en est équipée. Et puis si je reviens sur l'écran par défaut, et puis si je recherche Marseille dans le système de navigation, eh bien la voiture va me proposer évidemment le meilleur itinéraire en tenant compte des aléas de la circulation, des embouteillages, etc. Voilà donc l'itinéraire vers Marseille avec les différentes sessions de recharge qui seront nécessaires. On va démarrer. Voilà. Et au fur et à mesure du parcours, eh bien, le système vous enverra vers des bornes de recharge disponibles grâce au planificateur intégré. Voilà qui est extrêmement pratique, même si elles ne sont pas affichées là au départ. On a également un menu qui vient du haut avec la connectivité ici, luminosité, anti-patinage, parking main libre. Et puis ici, les mises à jour qui sont en attente. Voilà, des notifications en dessous, etc. Et le profil utilisateur, vous allez pouvoir utiliser plusieurs profils sur cette voiture. Voilà pour ce qui est du système d'infodivertissement. Allez, c'est parti, on va sur la route. Pour démarrer, oui, il faut pousser sur le bouton de démarrage sur le tableau de bord. Alors c'est dommage, on aurait pu s'en passer. Certainement sur une voiture pensée à la base pour le tout électrique. La position D ou B ou R sur le sélecteur de vitesse, eh bien, vous la choisissez avec le commodo de droite ici tout en haut, on l'a vu. À l'usage, il s'est avéré être très intuitif finalement cette semaine. On prend vite le pli de l'envoyer vers le haut pour la marche arrière ou vers le bas pour la marche avant. Et si comme moi vous préférez le mode B en toutes circonstances, c'est-à-dire le mode qui propose la récupération d'énergie qui est la plus forte et donc le ralentissement le plus important au lever de pied de l'accélérateur, eh bien bonne nouvelle, si vous quittez la voiture en mode B, eh bien c'est bien le mode B qui sera activé en envoyant une seule fois la commande vers le bas. Pas besoin de passer par D et puis B, et ça c'est vraiment malin. Merci Renault. Les sièges, en plus de rendre hommage au siège Tulipe de feu, la Renault 5 Turbo, eh bien ils maintiennent de manière très efficace, tant au niveau des cuisses qu'au niveau du dos, ce qui est une vraie invitation à s'amuser au volant de cette voiture, ça donne envie en tout cas. Les réglages sont manuels, ils ne sont pas ventilés mais bien chauffants de série sur la finition supérieure iconique, en option sur les deux autres, dont celle-ci la finition intermédiaire. Les sièges, c'est vraiment l'un des points positifs sur cette voiture, on se sent bien dans cette Renault 5, même si les grands gabarits dont je fais partie, avec mon 1m90, se sentiront proche des limites au niveau des réglages. J'aurais aimé, à vrai dire, pouvoir tirer un petit peu plus le volant vers moi. Et puis au niveau de la portière, avec le siège à circuler, eh bien je n'ai plus droit qu'à un mince accoudoir à l'extrémité de la portière. C'est un peu dommage. Dans cette voiture d'essai équipée du pack Advanced Driving Assist, j'ai droit entre autres à toutes les aides au stationnement, au Easy Park Assist, au centrage sur la voie de circulation et donc à la conduite assistée en combinaison avec le régulateur de vitesse adaptatif. Alors même si la voiture a tendance à perdre un petit peu les repères au sol par très forte averse, ça m'est arrivé cette semaine, cela dit, elle vous prévient, hein, c'est quand même le plus important et la moindre des choses quand c'est le cas. À part ça, les systèmes d'assistance fonctionnent vraiment bien. Mention spéciale pour le menu My Safety
Perso. On l'a vu, hein, il vous permet de composer une fois pour toutes votre menu des aides et de le rappeler très facilement à chaque démarrage d'une simple double pression sur le petit bouton ici à gauche du volant sur le tableau de bord. Franchement, c'est génial. Tous les constructeurs feraient bien de s'en inspirer. Le volant, il n'est pas capacitif, mais son réglage est vraiment très fin, ce qui permet de ne pas devoir le secouer en permanence pour lui dire « Eh oh, je suis là » et ne pas se faire rappeler à l'ordre. Donc c'est pas trop gênant finalement qu'il ne soit pas capacitif. Un mot concernant l'avertisseur piéton, 3 sons sont disponibles, dont un qui est signé Jean-Michel Jarre, excusez du peu. Bon, perso, ce n'est pas mon préféré, étant donné qu'il est alors trop présent dans l'habitacle. J'ai opté pour le son le plus neutre, qui fait ce qu'il doit faire à l'extérieur, c'est-à-dire avertir les piétons, tout en étant complètement imperceptible depuis l'intérieur de la voiture. Moi, ça me convient. Oui, cette voiture, c'est dans les enchaînements de virages qu'elle vous procure le plus de plaisir. J'ai pu largement m'en rendre compte cette semaine. Le châssis est excellent, tout comme le compromis confort-comportement qui invite à s'amuser sans vraiment renoncer au confort. Si vous aimez franchement l'esprit carte d'une Mini par exemple, mais que vous n'avez pas envie de faire de concessions en termes de confort, ce que vous devrez faire dans une Mini, eh bien dans cette Renault 5, vous aurez le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Pas de compromis à faire. Sur le volant, le bouton Multisense vous permettra de choisir le meilleur mode selon le type de parcours ou selon vos envies, votre humeur par exemple. Éco, suffisant en ville ou si vous voulez aller plus loin sur une seule charge. Ensuite, confort, c'est le bon compromis. Performance, consommation pour le quotidien ou bien sport qui vous servira donc toute la puissance disponible sur un plateau. À chaque fois, vous pourrez ajuster certains éléments en fonction de vos envies. Et puis, il y a le mode perso qui, lui, vous permettra bien, de faire votre marché parmi tous les réglages disponibles, histoire de vous concocter votre mode de conduite à vous, celui qui vous correspond. Et bonne nouvelle, si vous choisissez par exemple le mode perso, eh bien à chaque démarrage, il sera là. Vous ne devrez pas aller le rechercher via le bouton Multisense à chaque fois. Merci Renault. Dans cette voiture, les bruits de roulement sont parfaitement maîtrisés et je le disais dans la vidéo premier trajet, le bruit sourd des suspensions donne vraiment une impression de qualité, de maîtrise, ce qui est très appréciable. Alors moins maîtrisé par contre, ce sont les bruits aérodynamiques avec des bruits au niveau des vitres latérales qui sont assez perceptibles à haute vitesse. Bon, rien de rédhibitoire, mais tout de même, c'est à signaler. Concernant le système audio, celui présent dans cette voiture d'essai, c'est le système audio Premium Harman Kardon qui est proposé en option. Ça vaut 600 € à peu près en Belgique. Ici, le son est de très très bonne qualité et puis globalement tant le son que le fonctionnement de la partie radio en elle-même donne entière satisfaction. Rien à dire, franchement, c'est du sérieux. Vous souhaitez tracter une charge avec votre Renault 5 e-Tech électrique, eh bien c'est possible. Que la charge soit freinée ou non freinée, ce sera une demi-tonne, c'est-à-dire 500 kg. Le diamètre de braquage, il est de 10,3 mètres. Alors dans les faits, cette voiture, elle braque correctement. Il ne m'a pas semblé qu'elle braque particulièrement court non plus. Cette impression qu'on peut avoir par exemple avec une Volkswagen ID3, dans une autre catégorie bien sûr. Non, ici on n'est surpris ni positivement ni négativement. On est donc dans la norme avec une capacité de braquage à laquelle on s'attend avec une voiture de cette taille, ni plus ni moins. Et puis on est aidé également par la caméra de recul, les différents capteurs, etc. Voilà, ça fonctionne bien. Pas, ou plutôt pas encore, de conduite à une pédale sur la Renault 5 e-Tech électrique. Alors ça va arriver dans quelques semaines, nous dit-on, avec des palettes derrière le volant pour moduler la récupération d'énergie qui pourra donc aller jusqu'à la conduite à une pédale, c'est-à-dire proposer un ralentissement qui est suffisamment fort au lever de pied de l'accélérateur pour pouvoir se passer de la pédale de frein dans quasi 100% des situations. J'ai hâte de tester ça sur cette voiture, mais attention, les modèles déjà produits ne pourront pas être équipés a posteriori de cette fonction puisque ça implique également un changement au niveau du matériel et pas uniquement une mise à jour logicielle. Donc, si cette fonction est importante pour vous, comme c'est le cas pour moi, eh bien attendez sa mise en production avant de signer le bon de commande, ce qui ne devrait pas tarder. Et puis je le disais tout à l'heure, on a en plus du mode D un mode B, qui peut d'ailleurs, je le disais, être activé par défaut. Franchement, c'est top. Et ce mode B, sans être vraiment proche de la conduite à une pédale, il est tout de même assez convaincant quand même au quotidien. Le ralentissement est quand même plutôt convaincant. Donc vous allez pouvoir vous passer de la pédale de frein dans pas mal de situations, pas dans toutes les situations, mais dans pas mal de situations, en attendant mieux. Les phares, ils sont à technologie LED sur la Renault 5 e-Tech électrique, y compris les feux de jour évidemment. L'allumage est automatique, mais le basculement feu de route, feu de croisement, lui, il est manuel. Voyez ce que ça donne, dans l'obscurité, le résultat est tout à fait convaincant, mais je vous avoue que de pouvoir profiter de phares avec basculement automatique, ne fût-ce qu'en option, ça aurait été pas mal. Mais voilà, c'est pas dispo. C'est vrai que quand on y a goûté au basculement automatique, après c'est difficile de s'en passer. Autant on peut se passer de phares matriciels par exemple, autant le basculement automatique,
Bon, bah, c'est assez sympa. Malheureusement, vous l'aurez compris, on ne l'a pas ici. L'autonomie théorique de cette voiture, c'est jusqu'à 410 km en cycle mixte norme WLTP et donc en théorie, sans doute un peu moins sur cet exemplaire d'essai d'ailleurs qui est très bien équipé. Alors j'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique et cette semaine il a fait entre 2 et 6 degrés au thermomètre. Sur l'ensemble du test, j'ai parcouru un petit peu plus de 550 km avec une majorité de mes parcours sur autoroute comme d'habitude, au moins 2 trajets par jour de 50 km, mes trajets domicile-travail du quotidien. Avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. En tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une moyenne de 22,5 kWh au 100. Cette valeur, malgré les températures qui n'étaient pas très élevées cette semaine, mais bon, il n'a pas gelé non plus, donc toute proportion gardée. Cette valeur, elle est plutôt élevée, pour ne pas dire très élevée, compte tenu du fait que c'est une citadine. Elle va me permettre de rouler un bon 200 km avec une recharge à 100%, moins évidemment avec une recharge à 80% dans le cadre d'un très long parcours, et ce dans mes conditions de parcours et de météo de cette semaine, ce qui franchement est un petit peu décevant, on va pas se le cacher. Je m'attendais à pouvoir rouler 250 voire 300 km sur une seule charge dans mes conditions. Allez, 250 ça aurait été vraiment quand même le minimum, ce qui correspond à 17 kWh par exemple, c'est pour 300 km. C'est plus en phase me semble-t-il avec le gabarit et la puissance de cette voiture qui n'est pas démesurée non plus. Clairement, la consommation, ce sera le point négatif majeur sur cette voiture. À vous de voir si ça peut vous convenir ou pas. Les voici à présent pour la Belgique, la France et la Suisse. Les prix évidemment de cette Renault 5 e-tech électrique. Alors 3 finitions sont au programme. Evolution, Techno et Iconic 5. On est en présence ici d'une version Comfort Range donc de 150 chevaux. La motorisation supérieure avec la finition intermédiaire Techno proposée en Belgique à partir de 32 900 €. Les options sur cette voiture d'essai sont les suivantes, à savoir le pack Advanced Driving Assist qui propose la conduite assistée, l'adaptateur V2L, on l'a vu, le pack Winter Comfort, le système audio premium Harman Kardon, le câble de recharge domestique et la couleur vert pop avec toit noir. Total de la facture en Belgique, 35 900 €. Surfez sur le site internet de Renault qui correspond à votre pays, configurez votre Renault 5 e-tech électrique idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Leasing opérationnel pour les entreprises, private lease pour les particuliers, avec dans les deux cas les mêmes avantages, à savoir la même mensualité du premier au dernier mois. Votre budget auto ne va pas exploser certains mois quand vous devrez remplacer les pneus, passer la voiture à l'entretien ou payer des taxes par exemple, ou encore l'assurance. Non, tout ça est inclus dans la formule proposée par Arval et vous avez donc la même mensualité à payer tous les mois. Voilà qui est nettement plus évident pour la gestion de votre budget auto. Et puis combien vaudra cette voiture à la fin du contrat, dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans? Eh bien, bien malin est celui qui connaît la réponse aujourd'hui, évidemment, dans cette période de transition technologique dans laquelle on se trouve actuellement. Eh bien, il est difficile de savoir comment vont évoluer les prix des voitures électriques. Avec la formule de leasing, vous ne prenez aucun risque puisqu'à la fin du contrat, vous remettez la voiture et les clés. Vous n'avez pas à vous soucier de combien vaut la voiture. Ce n'est pas vous qui prenez le risque de sa valeur résiduelle, c'est la société de leasing. Surfez sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays, demandez une offre pour cette voiture ou n'importe quelle autre voiture que vous convoitez, ça n'engage à rien. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien dans ce cas-là, surfez sur Autoscout24, partenaire de Charging Station. Autoscout24, c'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Une plateforme sur laquelle plus de 100 000 voitures vous attendent actuellement et parmi ces voitures, il y a bien sûr des véhicules d'occasion, plus ou moins récents. Il y a également des véhicules neufs et de plus en plus de véhicules électrifiés. Vous effectuez donc la recherche via le site internet ou bien via l'application Autoscout24. L'application Autoscout24 qui est gratuite, qui est disponible sur toutes les plateformes, donc Apple via l'Apple Store ou bien le Play Store si vous avez un téléphone sous Android. Dans tous les cas, la recherche elle est extrêmement facile et vous avez autant de possibilités de recherche via l'application que via le site internet. Sur Autoscout24, vous pouvez également avoir accès à une partie dédiée sur laquelle vous allez avoir la possibilité de découvrir un calculateur d'autonomie, un calculateur de temps de recharge également, histoire de vous
vous familiariser avec l'autonomie et les temps de recharge de votre prochaine voiture que vous convoitez peut-être sur la plateforme. Bref, pour toutes ces raisons, eh bien, n'hésitez pas à télécharger l'application, bien sûr, ou bien vous vous rendez sur autoscoot24.be pour la Belgique ou autoscoot24.fr pour la France. Oui, la Renault 5 e-Tech 100% électrique mérite amplement son titre de voiture de l'année. Elle est joliment dessinée, ses performances sont tout à fait à la hauteur, certainement dans cette version de 150 chevaux. La présentation intérieure est réussie également et le système d'infodivertissement basé sur Android Automotive est vraiment top. Bref, c'est une très bonne voiture, mais sans doute pas la meilleure voiture électrique en raison d'une consommation élevée, son principal défaut. Parmi les autres points négatifs, citons un espace à l'arrière qui sera compté si à la fois le conducteur et celui qui s'installera derrière lui sont grands. Un conseil, si ce critère est important pour vous, allez l'essayer en famille. Et puis, ça arrive, mais ce n'est pas encore disponible. La conduite à une pédale qui, si elle est bien calibrée, et je ne manquerai pas de le tester, eh bien, apportera une couche de plaisir supplémentaire au volant. Et puis, au final, la question qui se pose au terme d'une semaine à son volant, c'est: cette voiture est-elle toujours sur la shortlist qui désignera celle qui remplacera ma Polestar 2? Eh bien, je peux vous le dire, oui, elle y figure toujours, parce que les deux points négatifs principaux, à savoir l'espace à l'arrière et la consommation, eh bien, je peux m'en accommoder. À l'arrière, je transporte rarement quelqu'un et puis la consommation est certes un peu élevée, mais je peux m'en accommoder au quotidien. Donc oui, elle figure toujours et plus que jamais sur la shortlist, sur le podium de celle qui remplacera ma Polestar 2. À suivre donc, ce sera dans les prochaines semaines également et je vous en parlerai bien sûr sur Charging Station. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc dans 2 semaines, le SUV Leapmotor C10. J'en prendrai le volant pendant une semaine et vous saurez tout. Il est proposé à un tarif très intéressant. Mais que vaut-il au quotidien? Eh bien, la réponse donc dans 2 semaines sur cette même chaîne. Ensuite, on ira chez Audi avec l'essai de l'Audi en version S6 avant e-tron, c'est la toute nouvelle Audi et là aussi ça promet après l'essai de l'Audi Q6 qui m'avait laissé un très bon souvenir. On est sur une même technologie, donc on verra ce que ça donne en version berline ou plutôt en version break ici puisqu'il s'agit de la version avant. On ira chez Porsche à la rencontre du nouveau Porsche Macan, désormais 100% électrique. Quelles sont ses qualités mais également ses défauts? Je répondrai à toutes ces questions. On ira chez Ford à la rencontre du Ford Capri. On a essayé le Ford Explorer il n'y a pas très longtemps. Là c'est une déclinaison berline surélevée on va dire, avec de la technologie Volkswagen à l'intérieur. Vous saurez tout là aussi. Chez MG, le MG Cyberster, je l'essayerai avec le retour des beaux jours au printemps en espérant qu'il fasse beau et que je puisse décapoter puisqu'il s'agit d'un roadster découvrable 2 places. Et puis on ira ensuite chez Skoda avec l'essai d'un SUV relativement compact. Il y en a pas mal qui vont sortir cette année ou qui sont déjà sortis. Et bien là, ce sera donc le Skoda Elroq. Là aussi, vous saurez tout. D'autres essais arrivent dans les semaines suivantes. Je peux vous dire que cette année 2025 réserve de très bonnes surprises. Alors surtout, abonnez-vous à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications histoire d'être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Dans les prochains jours, je vous proposerai également une vidéo comparative avec les 3 premiers essais de 2025 et mon avis quand on a un budget assez limité et qu'on veut s'offrir une voiture électrique. Souvenez-vous, Citroën IC3, Leapmotor T03 et la Dacia Spring. Laquelle est la meilleure? Laquelle est le meilleur choix? Y a-t-il d'autres choix possibles? Eh bien, je répondrai à cette question dans une prochaine vidéo qui arrive dans quelques jours. Merci de votre fidélité à Charging Station. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça fait plaisir si vous avez aimé le travail réalisé dans cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.